Salut à tous, 34 points en moins de 17 minutes, c'est ce qu'a fait Luka Garza la semaine dernière face à Iowa State, le joueur de Iowa qui est clairement le gros joueur de ce début de saison en NCAA, le joueur dominant, le pivot d'Iowa, c'est de lui dont on va parler, c'est lui qu'on a choisi pour notre premier scouting report de cette saison 4. Et pour cela, j'accueille Romain, Ben et Maxime. Salut les gars. Salut Alex. Salut Alex. Bonjour. Donc pour ceux, Ben et Romain, vous les connaissez. Maxime est notre membre de l'équipe Envergure qui se concentre sur les conférences Big Ten et Big East notamment, ainsi que d'autres conférences, Atlantic 10 aussi, puisqu'on a un peu réparti les conférences NCAA entre les différentes personnes de l'équipe. Donc voilà, Maxime, spécialiste de la conférence où évolue Luka Garza depuis maintenant plus de 3 ans en NCAA. C'est l'épisode 3 de cette saison 4 d'Envergure et c'est parti. Alors Luka Garza, Romain, on va commencer par une brève introduction sur le profil de ce joueur, puisque le but c'est aussi de le faire connaître. Vous pouvez aller voir les vidéos sur nos réseaux sociaux, mais de le faire connaître des personnes qui ne l'ont jamais vu jouer. Donc décris-nous un peu le style de jeu, le style de joueur. Alors on est sur un joueur qui est un petit peu un enfant de la diaspora yougoslave. Hein. Il a une double nationalité slovène et bosnienne, né en 98, donc il est quand même, il a déjà 22, c'est ça, ouais. 22 ans cette année. Il est senior. Un joueur très mature sous plein d'aspects. Famille de basketteurs. Il est de fin d'année 98. Famille de basketteurs. Son père a joué en NCAA, sa mère était internationale yougoslave, son grand-père a joué en NCAA à Hawaï. Ensuite, dans le référencement, on continue avec son oncle. Pour les plus anciens d'entre vous, Ali Begovic, qui a joué à Oregon State et qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe nationale de Slovénie. Son cousin a joué à St. John's également, donc il y a un vrai pédigré. Ouais. Oui, il y a un vrai pédigré. Il est donc dans sa 4e année à Iowa State, à Iowa, pardon, oulala, je vais me faire tirer dessus. 4e année à Iowa, donc dans la Big Ten, avec des stats en progression constante. Et un début de saison cette année plus que solide et statistiquement et dans l'impact qu'il peut avoir. C'est une espèce de poste 5 déjà pour c'est un jouer 2m11 117 kg nous là. Voilà, c'est plutôt on est plutôt dans le modèle genre de meuble quand vous allez dans les magasins, il faut un transporteur. C'est pas vraiment du do it yourself sur le volume physique. Pas forcément d'une grande mobilité, mais peut courir par contre. Tout ce qui est nord-sud, il peut le faire sans trop de problèmes. Est-ouest, c'est un peu plus compliqué. Très dense. Dans le jeu de transition, intéressant parce que ça peut impacter et poster assez vite. Mais surtout, il repose quand même son début de saison sur une adresse à 3 points qui est un petit peu scandaleuse pour un grand. Il est pas nécessairement sur un gros volume de tirs, mais il est pas loin des 70% à 3 points à l'heure actuelle. Il a pris 16 tirs en 5 matchs, ce qui est pas énorme. Mais bon, ça reste aujourd'hui un joueur qu'il faut bien entendu garder à l'œil. Déjà l'année dernière, pour donner des volumes plus conséquents sur toute une saison, il shoot à quasiment 36% à 3 points, ce qui est évidemment très solide pour quelqu'un de son gabarit, de sa taille. Ben, pour rajouter à cette présentation, quelles caractéristiques physiques ou techniques tu ferais ressortir en termes de gros points forts du côté de Luka Garza? Comme Romain le notait, c'est pas un athlète explosif, mais moi je trouve que ce qui m'a impressionné chez Luka Garza, c'est que c'est un athlète fluide. Il comprend le tempo des matchs, il est capable de s'adapter à la vitesse de ses gardes, ce qui est vraiment pas l'apanage de tous les gros bonhommes. Il est très très gracieux. Dans son jeu, il est capable de jouer de finesse avec des gars qui n'ont pas nécessairement ces outils-là. Donc, il est capable de bien scorer au poste bas de plusieurs façons différentes, avec des up and under, avec des spin moves. Il a vraiment tout l'arsenal.
Un autre truc qui m'a beaucoup impressionné, moi, quand j'ai regardé du film sur lui, c'est la vitesse de sa gâchette. Il décoche son tir très, très, très rapidement. Surtout son tir à 3 points, c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup d'équipes NBA si cette Il y année. a probablement de la tonicité au niveau du dos, même du buste en général pour déclencher un tir aussi rapide. On y reviendra plus tard. Pour une stat, pour illustrer ce que tu disais par rapport à son jeu proche du cercle, c'est pas vraiment un joueur qui joue au-dessus du cercle, hein, il joue plus au Non, niveau du cercle. non. Non, non, pas du tout. Clairement, non. Mais pour renchérir aussi sur ce que Romain disait, moi j'ai vu, surtout face à Western Illinois, quelques signes encourageants de mobilité Est-Ouest. Iowa lui mettait des écrans, mais il a sorti du jeu en sortie d'écran. Cette mobilité-là, elle n'est pas encore au point, mais c'est amélioré depuis l'année dernière. Alors justement, le contexte dans lequel il joue, c'est pour ça, entre autres, que Maxime est là, qui regarde les matchs d'Iowa de près depuis au moins depuis l'année dernière, même avant probablement. Quel est le rôle de Luka Garza dans cette équipe? Comment il est entouré? Ça, c'est intéressant aussi pour évaluer un joueur. Clairement, ils ont Iowa a sûrement le meilleur joueur de NCAA, un des meilleurs joueurs de NCAA, et il est entouré exclusivement ou presque de shooters, avec Wisekamp qui est quand même un potentiel second round pour la prochaine draft, qui est un excellent shooter, surtout en début d'année. Il a une réussite au moins aussi insolente que celle de Luka Garza, parce que je crois qu'il est à 55% à 3 points sur le début d'année. Vous avez sur le meilleur shooter de la Big Ten l'année dernière avec CJ Frederick. Donc il est entouré, ça lui permet en fait de pouvoir prendre ses positions à l'intérieur. Il perd très peu de ballons, et une fois qu'il a pris ses positions à l'intérieur et que l'équipe adverse potentiellement l'a potentiellement doublé, il est entouré d'excellents shooters autour de lui, et d'un meneur comme Jordan Brown qui était blessé l'année dernière et qui peut apporter toute son expérience, parce que c'est un redshirt senior, et qui arrive à remettre l'équipe en place quand le besoin s'en fait sentir. Maxime, pour ceux qui connaissent pas le championnat NCAA, Iowa, clairement, c'est un des candidats au titre cette année, hein. Dans tous les rankings de pré-saison, ils étaient top 10, voire même top 5, et aujourd'hui, ils sont rankés 3e. Sur tous les. Donc clairement, ils font partie des favoris. C'est pas loin d'être une première pour eux, parce que ils ont pas atteint ne serait-ce que l'Elite 8 depuis plus de 30 ans. Donc c'est pas une fac qui est habituée à être dans la lumière, et avec un coach comme Frank McCaffrey. Je pense qu'ils ont une bonne chance. Moi, c'est une des équipes que je suis le plus, en tout cas, que je suis le plus cette année. Absolument. Pour compléter sur Garza, ce qui est intéressant, on le sait, c'est d'observer la défense sur pick and roll notamment. Quel type de défense, comment on le fait défendre du côté d'Iowa sur pick and roll? Est-ce que on va faire une prise à deux? Est-ce qu'on va plutôt le dropper, le laisser près du cercle? Comment ça défend? Franchement, ça dépend vraiment des forces et des faiblesses de l'équipe adverse. C'est quand même une défense qui s'adapte plutôt bien aux forces de l'adversaire, et qui laisse Luka Garza plutôt dropper. On est plutôt sur ce style de défense. Donc non, c'est clairement, et puis il est entouré quand même d'assez bons défenseurs, donc ça lui permet lui aussi de se cacher. Et c'est vrai caché ou pas, mais en tout cas, c'est vrai un de ses principaux défauts, comme l'a rappelé Ben, et c'est quand même sa défense comme contre des guards rapides. Il a du mal latéralement avec sa vitesse latérale, et donc bon, voilà. Ça l'empêche pas de mettre des contres, évidemment, vu qu'il reste près du cercle. L'année passée, on était à 6% de contres, donc c'est le pourcentage de tirs adverses qui est contré par le joueur lorsqu'il est sur le terrain. On va dire que pour les grands, ça oscille entre généralement 3-4% et 10-12% pour les excellents contreurs. Donc Ça, lui, il est dans la moyenne basse, quoi. Et en ce début d'année, même si c'est peu représentatif avec 5 matchs, il est à 9-10% quand même. Ouais, c'est ça, il est à 8% et demi là, ça a baissé un peu, mais voilà. Effectivement, à l'heure où on enregistre, il était à 8% et demi.
sur les caractéristiques techniques, on va rentrer vraiment dans le précis. Romain, c'est un joueur qui shoot à, j'avais le chiffre sous les yeux tout à l'heure, 71%, je parle de l'année dernière, près du cercle, alors qu'on l'a dit, il est complètement en dessous du cercle. Enfin, il dunk assez rarement. Je vais pouvoir vous sortir son nombre de dunks l'année dernière, mais c'était pas 16 dunks, voilà. Ah, Donc c'est pas. ouais, c'est ça, c'est pas du tout aérien. Après, je reviens juste sur la partie que vous avez évoquée avant. Iowa, de manière assez pragmatique, fait aussi beaucoup d'alternance défensive, zone press zone, etc., ce qui permet de cacher un peu le manque de mobilité du garçon, en sachant que défensivement, c'est un joueur que je trouve, moi, alors limité dans la mobilité un petit peu, mais par contre, il sert très très bien du bas du corps. C'est-à-dire que il fait pas partie de ces joueurs intérieurs moins athlétiques ou un peu plus lourds, qui vont beaucoup pousser, servir des bras et compagnie. C'est vraiment un mec qui utilise très bien le bas de son corps, ce qui fait qu'il arrive à défendre, y compris sur les prises de position, comme il y a de l'impact. Puis bon, après, c'est pareil, c'est plus mature aussi que la plupart des mecs qui jouent, donc il a quand même des qualités techniques défensives. Après, pour en revenir sur l'attaque, près du cercle, il a un arsenal offensif très intéressant. Il y a un vrai impact au rebond off. J'ai plus les chiffres en tête sur ce qu'il prend cette année en termes de rebond offensif, mais c'était assez. Il est à 4, l'an passé, il est à 12%. il a 4,2 rebonds off de moyenne cette année. Bon, c'est sur 5 matchs, c'est peut-être pas forcément révélateur. L'an dernier, en 31 matchs, il en prend quand même 3-6, ce qui est énorme. La limite que je lui... Cette année, il a 17%, c'est assez énorme. La limite que je lui trouve à l'heure actuelle, c'est que pour moi, il est très main droite, voire peut-être un peu trop. Il arrive à désaxer un petit peu, mais quand il se retrouve à tourner sur la mauvaise épaule, à savoir l'épaule droite régulièrement, il a tendance un petit peu à mettre la tête, à s'enferrer dans le joueur, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore le réflexe de désaxer, de passer au-dessus de la tête, et vraiment d'aller chercher quelque chose qui est au-delà de l'épaule. Et je sais pas si je suis clair dans ce que j'explique. Et pourtant, il a une bonne main gauche. Ouais, il a une bonne main gauche. Ouais, mais dans la plupart des choses que je vois, il a quand même tendance à, bon après c'est naturel, hein, il est droitier, à se reposer vraiment sur cette main droite. Vrai impact au rebond, capable de jouer post-bas, alors de deux façons différentes, donc sur la prise de position et du duel. Dans le face-up, il est capable de faire des choses aussi, parce que il va partir avec un petit peu de vitesse et arrêter un mec de 110 kilos qui part de 4-5 mètres en dribble comme ça, qui met l'épaule d'abord. On va dire que c'est pas forcément très amusant à faire. Et dans le jeu de transition, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un front rim runner, c'est-à-dire qu'il est capable vraiment de courir et d'aller se mettre tout de suite près du cercle. Et bon, bah encore une fois, c'est pareil. Si on n'a pas un transpalette pour le déplacer, c'est vite compliqué. Donc, il a une capacité à alterner en fait le jeu qui peut le rendre très intéressant. Parce que bah inévitablement, si vous faites un petit peu l'impasse après sur tout ce qui est collaboration défensive sur les écrans sur lesquels il est impliqué, que ce soit des écrans porteurs ou non porteurs, il s'écarte et il sanctionne. Donc aujourd'hui, l'intelligence de jeu et la dimension physique, le fait qu'il soit un peu plus mature que la plupart des joueurs qu'il rencontre, fait qu'inévitablement, il est dans une situation où je dirais pas qu'il domine, mais bon, on peut le dire, si. Il est en tout cas au-dessus de ce qu'on peut faire face à lui, y compris face à des mecs plus athlétiques, parce qu'il y a une alternance dans son jeu. C'est pour ça que moi je pense qu'il est mature aujourd'hui. La question du plafond, on se la posera peut-être après, mais en tout cas il est mature aujourd'hui pour pouvoir jouer et pour pouvoir c'est un mec typiquement, on le met dans une équipe pro aujourd'hui, il est capable d'être tout de suite efficace. Et il fait ce qu'il sait faire, ce qui est une qualité que j'aime beaucoup chez les joueurs. Exactement, il sort pas de son rôle justement, Ben. À propos de rôle, je sais que tu regardes beaucoup les capacités de vision de jeu, de passe, etc., d'être malin dans le fait de poser des écrans. Comment tu l'évalues, Garça, de ce point de vue-là? Ben, il s'est beaucoup amélioré depuis l'année dernière. C'est un joueur que je suis depuis peut-être 2 ans, depuis sa saison sophomore. Il s'est beaucoup amélioré. Je le regardais parler en entrevue hier, puis il disait que les deux choses que, dans le processus pré-draft, on lui a demandé d'améliorer, c'est la mobilité latérale et son jeu de passe. Et il est beaucoup plus créatif qu'il était, surtout du poste bas. Si vous voulez aller voir, j'ai mis un clip sur mon Twitter où il est au poste bas, il passe au périmètre, ça étire la défense un peu, les joueurs de périmètre lui repassent au poste bas pour 2 points faciles. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui est très avancé. C'est ce qu'on appelle avoir du feeling pour le jeu, c'est avoir du QI. C'est vraiment, c'est ça, il est très... comme disait Romain, il a un pedigree, il est très éduqué, il est très sophistiqué pour un gars de sa stature et de son âge.
Maxime, au niveau, on va rester sur le côté offensif. Est-ce que tu as vu des nouveaux, Ben en parlait tout à l'heure un petit peu, des choses nouvelles qu'il a développées dans son arsenal. Alors on sait que son rôle c'est d'être près du panier, de prendre la position assez fort et d'aller finir bien souvent avec la faute. Mais est-ce qu'il a développé petit à petit d'autres armes peut-être pour s'écarter, ce genre de choses? En ce début d'année par rapport à l'année dernière, je vois pas d'énormes différences, si ce n'est qu'il fait tout encore mieux que ce qu'il faisait l'année dernière. Il est encore, enfin, je vais potentiellement récapituler tout ce qu'ont dit Ben et Romain, mais il est encore plus fort pour finir au cercle, pour prendre sa position. Il a un toucher qui est incroyable. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa manière de scorer en mouvement. Quand il part que ce soit sur sa Ouais. gauche ou sur sa droite, il arrive à finir après contact en étant en mouvement. Et pour un big, c'est quand même assez remarquable. Romain, tu voulais intervenir? Non. Ah non, j'ai cru Non, que tu Non, avais je n'ai pas levé la main. Ne me faites pas dire que Steven. c'est moi c'est qui approuvais le commentaire sur le scoring en mouvement. C'est vraiment quelqu'un qui se déplace bien en half-court, Luka Garza. Puis ça, c'est vraiment un point c'est vraiment quelque chose qu'il a que beaucoup de pivots n'ont pas. Même en NBA. Oui, absolument. Défensivement, puisqu'offensivement, on a fait un peu le tour. Si on n'a pas parlé du tir pour le moment, Romain, on est sur un joueur qui est adroit. En catch and shoot, il va pas aller faire des sorties d'écran. C'est pas un joueur qui va être très mobile plus shooter, quoi. C'est-à-dire, il va pas prendre des cascades d'écran et ah non, faire du catch and pas shoot. le moins du monde. Non, c'est de manière très simple du catch and shoot s'il est ouvert, ou alors des situations où il va être sur du pop-out, il va s'écarter et avoir les capacités à s'écarter rapidement et à armer d'assez haut. Donc, par contre, il y a pas de réelle mobilité dans son tir. Ça, c'est une certitude. Ouais, mais en revanche, c'est plutôt solide au niveau de la mécanique des appuis, c'est-à-dire que bon, faut qu'il soit planté, mais je veux Ah, dire pour les oui, pop-out, il est planté. il est propre, quoi. Ah oui, non, c'est propre, il est planté là-dessus, il y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Et sur la mécanique de tir, je te demande à toi, puisque tu es le plus technicien Moi, d'entre nous. merci de la précision. Non, sur la mécanique, globalement, c'est assez propre. Encore une fois, c'est très stable. C'est très stable. Il a un tir qui part peut-être un petit peu bas, mais sur l'armée, le point de comment dire, la finition, c'est suffisamment haut et élevé pour être efficace. Donc, il arrive à tirer au-dessus des gens. Il fait quand même 2-11. Donc, même s'il arme un petit peu devant lui, ça monte relativement bien. Mon questionnement, il est plus par rapport à son adresse globale au lancer franc que je trouve pas, Oui. paradoxalement, que je trouve pas extraordinaire. Absolument. En carrière, puisqu'on va rester là-dessus, en carrière, il a 70%. Sur sur quasiment 500 tentatives, ce qui est bien, pas cata, mais on pourrait s'attendre à mieux de la part d'un joueur qui a un toucher intéressant en fait. C'est ça. Donc 70%, c'est à travailler, ouais. Effectivement. On va passer à la défense. Je vais commencer par Maxime. Tu disais parfois du mal à défendre sur les guards adverses. Est-ce que il a d'autres particularités défensives dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais soulever? Allô? En mute. Maxime est sur mute. Désolé les gars, j'étais en mute. Ah, le J'ai classique. oublié de Merci, mute. c'est moi. Non, je disais, oui, son principal, entre guillemets, défaut défensif, c'est son incapacité qui tente d'améliorer. On le voit en ce début de saison à switcher sur des gardes. Mais par contre, quand il est pris au poste, clairement, c'est quand même un rock. Et on en parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a quand même un pourcentage de blocs relativement élevé. Et c'est surtout quelqu'un, pour moi, qui a un QI basket élevé et qui fait toutes les petites choses, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement,
qui vont aider son équipe et qui va anticiper qui va anticiper les attaques adverses. Donc, ouais. Ben, t'en parlais de ces petites choses avant le podcast quand on n'était pas encore en enregistrement. De quoi tu veux parler si on reste sur la défense, quelles sont ces petites choses? Moi, la chose qui m'a le plus sauté aux yeux en défense, c'est je vous en parle souvent dans le podcast, ce que j'appelle les slow twitch athletes, c'est-à-dire, en français, je crois que ça se traduit en athlète à réponse neuromotrice lente. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'athlètes, des athlètes que la coordination entre le cerveau et le corps est vraiment très rapide, et d'autres dont elle est vraiment très lente. On parle de moi dans le deuxième cas. Hein. Je suis tout à fait dans le deuxième profil, moi, personnellement. Et moi aussi. On est à peu près tous. Hein. Moi aussi. Et Lucas Garza, on le voit souvent. J'ai mis un clip sur Twitter là-dessus, pris entre deux lectures de jeu. C'est-à-dire, il y a un jeu qui s'amorce, l'équipe adverse change de plan et il a la difficulté à s'adapter. Il a l'air de pas trop savoir quoi choisir, d'être pris entre deux lectures de jeu. C'est juste que c'est un slow twitch athlète. Son corps n'est pas capable de s'adapter à une vitesse de jeu qui est très très élevée, surtout au côté défensif, parce que ça lui demande de reculer beaucoup. Donc ça va le suivre partout. Ça va le suivre partout, puis ça va le limiter beaucoup, surtout au périmètre en fait. Parce que c'est là où est-ce que le jeu va de plus en plus vite. Mais je pense pas que ça va être un problème qui va l'empêcher d'avoir une carrière en basket professionnel. Regardez Nikola Vucevic à Orlando, c'est à peu près la même chose. Romain, tu parlais tout à l'heure d'une bonne utilisation de son bas du corps. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec beaucoup de travail, peut lui permettre de défendre, à peu près passablement sur des guards s'il s'oriente bien en sortie de pick and roll, ce genre de choses. S'il drop un peu 1 ou 2 mètres derrière, on voit de plus en plus cette défense utilisée en NBA. Ouais, je suis pas super convaincu que ça puisse à terme être un joueur de switch. Je suis perplexe. Je peux me tromper, bien sûr, mais je suis perplexe. Je pense pas non plus. Je pense pas que de ce côté-là, ça puisse forcément être un joueur dans une efficacité particulière. Je le vois plus devenir un joueur un peu spécialiste ou vraiment très bon dans une second unit, mais mon questionnement principal aujourd'hui, de toute façon, il est pas sur l'aspect offensif, parce qu'on a vu avec certains joueurs récents qui n'est pas obligé de jouer forcément très très vite pour être efficace en NBA. Moi, mon questionnement, il est sur les aspects défensifs et sur ce que le mec pourra apporter en termes de vitesse et de mobilité. Alors, avant de parler de sa projection, on va s'arrêter sur son histoire. Romain, tu nous as fait le pédigré tout à l'heure, tu nous as dressé les caractéristiques, on va dire, les relations familiales qu'il avait, donc un entourage plutôt rassurant si on se place du point de vue du scout. Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire de son environnement, de ce que tu as pu lire autour de l'équipe d'Iowa, de ce qu'il est dans le vestiaire aussi? C'est le totem de l'équipe. C'est clairement le leader. C'est un leader par l'exemple et c'est quelqu'un qui on le voit à tous ces matchs. C'est lui qui prend très souvent le premier shoot. C'est lui qui prend la balle dans les moments chauds. Non, c'est quelqu'un qui est relativement apprécié. J'avais eu une interview de Frank McCurry, qui dira pas le contraire, mais qui venait vanter ses qualités de leader auprès et sa capacité à tirer un maximum de ses coéquipiers. Ouais. Ben, est-ce que tu as eu des informations sur sa personnalité, le genre de personne qu'il est? Ouais, on m'a dit justement qu'il est il est très préparé, c'est-à-dire qu'il est très mature, il est très bien conseillé aussi. C'est toujours
une épée un couteau à deux tranchants, pardon, d'avoir des parents qui sont dans le milieu du basket parce que justement ces parents-là essaient souvent genre de pousser leurs enfants à être ce qu'ils sont peut-être pas. On pense un peu à Pace Mannion qui était un peu une cata avec son fils Nicolo la saison dernière, mais non, Luka Garza est vraiment très bien épaulé par sa famille. C'est le genre de joueur qui va revenir chez lui l'été puis qui va travailler avec ses parents, avec son père surtout dans le gym tout l'été, développer des nouveaux trucs. Fait que c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse passion pour le basket et qui a fait le processus pré-draft cette année justement pour avoir une meilleure idée de qui il est en tant que joueur. Donc, tu sais, quand Romain disait tantôt, c'est un joueur qui sait ce qu'il sait faire, ben c'est vraiment un gros plus pour lui. C'est un joueur qui va toujours jouer à l'intérieur de ses capacités, qui va toujours se concentrer sur ses forces sans justement essayer sans croire qu'il va devenir le prochain Arvydas Sabonis ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une belle maturité chez ce joueur-là. J'écoutais beaucoup d'entrevues hier. Il a un peu la cassette. C'est-à-dire qu'il va toujours répéter un peu les mêmes choses. Ouais. Mais ça veut dire qu'il est déjà formaté au niveau de la communication, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Exactement, mais c'est quand même une bonne chose, justement, parce que justement, il est déjà formaté, mais il a déjà tous les outils côté basket aussi. Ouais, exactement, c'est un pro. Donc, ça va jouer en sa faveur. Ok, donc pas de red flag comportemental ou pas pour l'instant. Ouais, pas qu'il soit apparu pendant ces années à Iowa. Sur la projection, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même, effectivement, Luka Garza est sans doute le favori pour être le joueur de l'année en NCAA, ça fait aucun doute. Généralement, ce genre de récompense fait que vous êtes drafté. Comment est-ce que vous l'imaginez évoluer dans une NBA qui, c'est peu de le dire, n'aime pas trop les grands qui ont du mal avec la vitesse latérale, on va dire. Romain. C'est encore une fois, moi c'est mon questionnement. C'est mon questionnement. On a vu des joueurs faire carrière. On sait Kevin Love, par exemple, c'est pas le joueur le plus latéral et le plus mobile qui soit latéralement. Après, il a pu compenser avec un sens du rebond et une qualité de tir extérieur, notamment, en plus d'une présence dans les vestiaires qui sont intéressantes. Aujourd'hui, moi, je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le vois plus dans un rôle de solide backup au besoin, avec des choses très précises à faire, impacter physiquement sur le post-up en attaque, une capacité à tirer qui le rend un petit peu pénible à défendre. Mais je pense que c'est typiquement pas le genre de joueur qu'on va drafter et éventuellement signer pour les aspects défensifs. Ou alors on se trompe complètement. C'est-à-dire que c'est selon l'évolution des joueurs auxquels on peut faire confiance et on peut passer certaines lacunes s'il y a un apport correspondant à la spécialisation qu'ils peuvent avoir dans leur matrice technique. Ben l'a un peu la preuve les dernières années que les pivots dominants offensivement au poste bas, mais défensivement limités, la preuve que ça marche pas, c'est un peu Jalil Okafor. Brinque-ballé d'équipe en équipe, qui a pourtant été choisi très haut, alors du fait qu'il était freshman et déjà dominant, comme Luka Garza, un peu moins, mais comme Luka Garza peut l'être aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des exemples de joueurs qui arrivent à se faire une place en NBA en étant plutôt portés sur l'attaque en tant que pivot, quoi? Ben, je parlais de Nikola Vucevic tantôt. Nikola Vucevic a fait s'est beaucoup amélioré défensivement sous Steve Clifford surtout, mais c'est un joueur qui n'a pas les armes pour défendre latéralement au périmètre. Spencer Hawes, je me dis si Spencer Hawes a une carrière en NBA, je pense que Luka Garza serait capable d'avoir une carrière en NBA aussi courte soit-elle. Je pense qu'il est même techniquement meilleur défenseur que Spencer Hawes. Moi je le vois partir, c'est sûr que je le vois partir en peut-être mi-fin de deuxième tour, mais regarde, Utah a repêché le gros Azubuike pour une raison qu'on ignore encore au premier tour l'année dernière. Genre, si Luka Garza part 29e cette année, je serais peut-être moins surpris que de voir Azubuike partir 27e l'année dernière.
C'est vrai. Maxime, est-ce que tu as lu ses espérances pour la draft à lui et est-ce que tu es d'accord avec Romain et Ben quant à la projection? Ouais, clairement, tu fais une petite popote de ce qu'ont dit Romain et Ben, et c'est clairement ce que je pense. Ce qui peut lui arriver le mieux, c'est un leader de second unit, spécialiste sur des missions plutôt offensives. Après lui, j'ai lu dans une interview qui pensait et qui voulait être drafté premier tour. J'ai du mal à imaginer des franchises le drafter premier tour dans le contexte actuel. J'ai lu pas mal de réactions quand même sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, dire mais attendez, c'est un scandale, le mec il sait jouer, il met 30 points de moyenne et on va dire qu'il est trop lent et on va pas le drafter au premier tour. Faut simplement expliquer que aujourd'hui la NBA en tout cas est comme ça, c'est une ligue qui est plus tournée vers les ailiers, c'est une ligue de joueurs mobiles. Et du coup, c'est un peu compliqué d'avoir le profil de Luka Garza. Il y a qu'à regarder les pivots draftés l'année dernière, qui étaient très très bons, qui étaient jeunes, plus jeunes que Garza, et qui ont été draftés plus entre 20 et 30. Romain, c'est une question de contexte aussi. Ça veut pas dire on est même quasiment en train de dire qu'il fera une carrière de pro. Si c'est pas en NBA, ce sera forcément ailleurs. Ah non, il a clairement le profil pour exister en Euroleague de toute façon. Enfin, moi, je vois il y a quand même quelques joueurs comme ça qui sont des excellents joueurs de basket. Mais quand je dis excellents joueurs de basket, c'est parce que c'est pas galvaudé de le dire. C'est réel. Je pense au pivot de Valence, au pivot monténégrin de Valence, par exemple, qui a eu, me semble-t-il, alors je vais vérifier et je le fais en même temps, hein, qui a dû avoir On est un en shot. live, messieurs, dames. Ouais, on est totalement en live. Je vérifie la carrière. Hop, Dubljevic. Non, il a pas eu de shot en NBA, Dubljevic. Laissez-moi Il a vérifier. été drafté, Il a lui. été drafté, il y est pas allé. Un joueur comme Dubljevic aujourd'hui, qui est une référence dans son profil au niveau Euroleague. C'est un pivot très solide de l'Euroleague. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il a une carrière. Aujourd'hui, en Europe, c'est une référence. Si Garza, demain, n'a pas de carrière NBA, il aura inévitablement une carrière en Euroleague. D'autant plus que sa valeur marchande, entre guillemets, à l'heure actuelle, avec son passeport européen, fait que de toute façon, il va pas arriver en Europe et jouer en National 2. Donc, Oui. en sachant qu'il est déjà mature. Après, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'était un petit peu ce qui m'a fait réagir ce matin, c'est que là, bon, la NBA a repris depuis 2 jours au niveau des matchs de pré-saison. On a déjà des analyses à l'emporte-pièce et tiens, tel rookie peut jouer, tel rookie peut pas jouer, ainsi de suite. La pré-saison NBA n'a aucune valeur. L'analyse à l'instant T n'a aucune valeur. La projection à l'instant T n'a pas de valeur non plus, parce qu'on ne sait pas, ce qui va se passer pendant la saison, et on ne sait pas, qui sera où en fin de saison. Donc aujourd'hui, dire que Garza peut jouer en NBA, peut-être. Dire qu'il ne peut pas jouer en NBA, peut-être pas. J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est un excellent joueur de basket et que il aura sûrement une carrière plus intéressante que beaucoup d'autres. La comparaison avec Dubljevic est intéressante, d'autant que en gros pivot qui se sert bien du bas du corps avec de bonnes mains, Garza est encore plus grand, donc c'est vrai que ça pourrait être... Garza fait 6 cm de plus, mais Dubljevic, aujourd'hui, on est sur raison petite d'un mec qui a pas une mobilité extraordinaire, mais qui a une vraie capacité à comprendre le jeu, à défendre avec ses atouts. Et puis, encore une fois, je pense qu'on tourne pas de manière cohérente à 10-11 points de moyenne en Euroleague en carrière. 12-6 en carrière même, pardon. On tourne pas à 12.6 en carrière en Euroleague avec pas loin des 6-7 rebonds qui vont avec, et puis des pourcentages très corrects. Dubljevic, c'est 37% à 3 points, sur un volume de tir quasiment de 4 par match. Voilà, je pense que Garza, demain, tu lui dis qu'il a la carrière de Dubljevic en Europe, alors il sera déçu de pas faire de NBA peut-être, mais pour moi, ça reste plus qu'honorable, et quand je dis honorable, je mesure mes mots. Ben, pour conclure, où est-ce que tu le draftes là aujourd'hui? Alors c'est on est bien d'accord que c'est de la pure projection. On a joué que 5 matchs cette saison. On ne sait pas combien on va en jouer d'ailleurs. Où est-ce que tu le draftes, Luka Garza? Quelle équipe, tu veux dire? Soit quelle équipe, mais c'est un peu plus dur comme question. Soit déjà la position. Tu me disais milieu et fin de second tour.
entre milieu. Ouais, moi j'ai en tête une équipe qui est très avant-gardiste, qui est gérée par un avant-gardiste dégénéré, Philadelphie, qui a plein de choix de deuxième tour pendant les 22 prochaines années. Pourquoi pas en prendre prendre une chance sur Luka Garza, puis regarder qu'est-ce que Doc Rivers peut faire avec lui sur le terrain. Je veux dire, ils sont bien bardés de défense, Philadelphie, donc je pense qu'ils ont peut-être une chance à prendre sur un Luka Garza en deuxième ronde, mettons entre 43 et 58. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Non, on n'en a pas envie. On n'a pas envie. Tu parlais des gens tantôt qui disaient que Luka Garza devrait être repêché au premier tour à cause qu'il fait 30 points par match. J'ai eu cette discussion avec des gens sur Twitter dernièrement. Si le gars il met 30 points quand il est sur le terrain, mais ton équipe se prend 60 points, ça a beau être un joueur qui fait 30 points par match, mais c'est pas un joueur qui fait gagner son équipe. Donc, c'est vraiment cette dichotomie-là qu'il faut qu'on regarde pour savoir si un joueur vaut la peine au premier tour. Là. Si ton équipe est dans les moins quand il est sur le terrain, même s'il fait 30 points, ça reste que c'est un joueur qui fait des stats vides. Là. J'appelle ça la proposition Carlos Boozer. Au passage, bravo d'avoir casé le mot dichotomie dans le podcast, on ne l'avait pas fait encore. Hein. Ouais, là on est... Ah oui, j'ai un petit trivia pour vous, j'ai un petit quiz pour vous. Quel est le dernier joueur de Iowa à avoir été drafté? Reggie Evans. No. J'ai aucune idée. B.J. Armstrong, en 1989. Ah oui, effectivement. Iowa n'a pas mis un joueur à la draft depuis? Non. Ils sont pas réputés pour ça, en tout cas. Intéressant. Très, très belle manière de conclure ce podcast. Maxime, pour finir, toi tu le draftes aussi quand même, Luka Garza, on t'essaye tous les jours. Tous les jours. Après, c'est un pari à prendre. Hein. C'est un pari à prendre. Il faut, comme disait Romain, il faut qu'il tombe aussi il faut qu'il tombe dans la bonne organisation. Mais c'est clairement un beau joueur de basket. Bon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de Luka Garza et c'est pas simple, il faut se lever de bonne heure, comme dirait l'autre. Je vous remercie. Merci à Maxime. On conseille évidemment à tout le monde de te suivre pour ceux qui veulent suivre de près les performances de Garza, puisque nous, on le suit évidemment avec le compte Envergure Pod, mais toi, plus particulièrement, tu as un œil sur ses performances. Donc, on conseille évidemment le follow sur Twitter et puis aller voir sur notre site, il y a la fiche de Garza. Et je crois qu'il y a déjà un scouting report. En tout cas, il est dans la liste des seniors qui vont compter cette saison en NCAA, puisqu'on vous a fait un guide avec les seniors, les juniors, les sophomores, les freshmen qu'il faut suivre en prévision de la draft. Et nos 2 podcasts, les épisodes 1 et 2, sur les internationaux, les français, les freshmen. Voilà, tout en récap pour vous préparer à cette saison et pour vous lancer vers la draft 2021. Merci Romain, merci Ben, évidemment. Merci. Et puis on se retrouve, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un joueur dont on a évoqué le nom dans les previews, qui s'appelle Khalifa Diop. C'est un joueur sénégalais qui est un rock, un peu à la Garza. On commence avec du gabarit cette année. À bientôt tout le monde, c'était l'épisode 3 et suivez-nous évidemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur les applications d'écoute. Ciao tout le monde.